comme ça que je commence en général. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau format avec Elisabeth qui habite actuellement, je vais dire une bêtise, vas-y, guide-moi, Au Zimbabwe. au Zimbabwe. Moi j'allais dire la Tanzanie, l'Afrique du Sud, c'est dans le même coin, mais j'étais sûre de me planter. Bref, qui sommes-nous? Moi c'est Margot, j'ai créé Expatez-vous pour accompagner les expats, notamment français, qui veulent se préparer à partir à l'étranger ou à revenir en France. Je les accompagne dans l'organisation, la réflexion des préparatifs. Et aujourd'hui, j'accueille Elisabeth qui déjà va se présenter et nous dire ce qu'elle fait, puisqu'elle le dira vachement mieux que moi. Voilà. C'est à Bonjour toi, à tous, Elisabeth. merci Margot de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Alors, je m'appelle Elisabeth Zambellis, ça fait 15 ans que je suis en expatriation. J'ai vécu au Mozambique, en Afrique du Sud et Ah au ouais, c'est ça, il Zimbabwe, y avait donc une t'étais histoire pas très d'Afrique du loin. Sud. Il y avait un mix de tout. Et j'ai passé 10 ans en finance entreprise et j'ai terminé mon master en gestion de patrimoine en fin d'année dernière, où je me suis spécialisée dans les expatriés. Et aujourd'hui, je lance Nomadic, qui est une plateforme pour aider les expatriés à se former sur tous les sujets de la gestion de patrimoine à l'international. Gros sujet. Très gros sujet. Gros La sujet. gestion de patrimoine. Un éléphant dans la pièce, genre. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? Qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est ça. Il y a quoi derrière la gestion de patrimoine quand on est expat? En fait, tu as deux sujets importants qui sont celui de la finance et tout ce qui est juridique. Donc, dans la finance, c'est comment investir ton surplus d'épargne, comment va avoir des retours sur investissement qui sont intéressants, qui correspondent à tes objectifs personnels, à court, moyen ou long terme. Et puis, tu as toute la partie juridique qui permet vraiment de protéger et d'optimiser ton patrimoine, le transmettre, protéger ta famille en cas de problème. Et ça, et quand t'es expat français, tu dépends de quelle loi? Il y a une loi du monde ou de la France? En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Où situe ton patrimoine? Donc, si tu as ton patrimoine en France, tu auras des lois et des impositions en France. Et où est-ce que tu habites? Et là aussi, tu auras des impositions et des lois qui vont s'appliquer en fonction de là où tu habites. Et c'est vraiment la différence entre s'occuper de son patrimoine si tu es franco-français, résident en France, et si tu vis à l'étranger. Et donc, du coup, à partir de là, tu vas avoir plusieurs choses qui vont regarder qui sont complètement différentes de ce que tu vas t'attendre en France, que ce soit sur l'imposition ou sur tout ce qui est juridique, et même sur les produits financiers que tu vas pouvoir encore avoir en France, etc. Donc, ça ajoute une complexité, une couche supplémentaire qui est j'ai tout ce qui est mon aspect financier, et par-dessus, toutes ces questions de mobilité géographique, de fiscalité, qui vont s'ajouter à ce que tu aurais déjà à la base. Donc, chaque projet, chaque situation est différente, j'imagine, parce que un statut matrimonial peut être différent, un pays différent, une mixité différente. Comment est-ce qu'on arrive à faire des généralités dans des situations qui sont toutes uniques? En fait, tu vas avoir des lois qui sont quand même générales, qui vont s'appliquer. Celles-là, il faut quand même les connaître. Et ce qui se passe quand tu pars en expatriation, c'est on t'informe pas. Donc, tu mentionnes par exemple le régime matrimonial. À aucun moment, personnellement, de ma carrière, on m'avait mentionné qu'il y aurait une possibilité de mutabilité du régime matrimonial. C'est-à-dire que tu te maries en France dans un régime de communauté, parce que tu n'as pas choisi de contrat, donc c'est celui par défaut. Et tu pars vivre à l'étranger, dans un autre pays tout de suite après. En fait, tu peux changer automatiquement de régime. Et ça, par exemple, ça, c'est une information qu'on ne te donne pas au départ. Donc ça, c'est déjà la base et ce qui va construire tout ton patrimoine si tu pars en couple. Donc, tu penses que ce qui est à lui est à moi. En fait, non, pas du tout. Du jour au lendemain, ce qui est à lui est à lui. Et en cas de séparation, de décès, ça pose des problèmes. Ça, c'est le principe général, si tu veux. Et si on regarde ce qui s'applique à la personne, après, il faudra justement regarder à quelle date elle s'est mariée. Est-ce que le couple s'est marié en France? Et dans quel pays ils habitent aujourd'hui? Et quelle est la loi du pays qui peut être appliquée? Ouais. Et quel contrat mettre en place chez le notaire pour pouvoir régler tout ça et que ce soit plus un souci. Oui, donc en fait, déjà, je pense que le mot gestion de patrimoine et tous ces sujets-là en France
on en parle peu ou on n'est pas très bon là-dessus, hein, on va pas se mentir, l'argent c'est quand même pas tout ce qui touche à l'argent, au bien, c'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise. Moins on en parle et plus on le cache et mieux on se porte, j'ai l'impression. Déjà, je vois sur le côté, ne serait-ce que mariage. Les gens pensent que en se taxant en France, partir à l'étranger c'est ok. J'ai déjà eu des situations où un couple est pacsé, il part, lui a un accident et en fait, c'est pas elle qui va pouvoir prendre des décisions à l'hôpital parce qu'ils sont que pacsés, ils sont pas mariés et donc elle a aucun droit et aucune consultation possible. C'est aux parents du mec qu'ils ont été demandés ce qu'il fallait faire et les décisions alors que les parents ils en savent pas plus. Et donc il y a toute cette mise-information, cette désinformation ou non-information, je sais pas trop laquelle, sur déjà ces régimes-là. Moi, tu me dis régime de la communauté. Bon, je suis pas mariée, c'est peut-être pour ça que je me sens pas concernée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Sur quoi ça joue? Tu vois? Et il y a quoi dans patrimoine déjà? Tout ça, c'est très flou. Donc, j'imagine que quand en plus t'es dans un pays qui est pas le tien, c'est pas très simple. Ça rajoute une belle complexité et c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître ces éléments qui sont quand même assez clés, qui ont un impact direct. Le régime matrimonial, mais aussi tout ce que tu vas avoir comme produit financier que tu as en France et que tu, en partant à l'étranger, que tu peux garder, que tu peux pas garder. Il y a énormément de communication sur les réseaux et c'est tant mieux. Hein, ça aide un peu à briser le tabou dont tu parles sur l'éducation financière. Mais il reste quand même cette partie qui complexifie et qui fait que on passe pas à l'action parce qu'on sait même pas que ça existe en fait. Et j'avais un professeur qui disait si vous gagnez 10 millions d'euros demain, vous allez voir qui? Un CGP? Et en fait, non. Moi, je réponds non. Parce qu'avant de m'intéresser à ces questions, je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est un CGP? Parle-nous français, s'il te plaît. Un conseiller en gestion de patrimoine. Et tu vois, tu savais pas non plus que c'était un CGP. Moi, avant de m'intéresser à ces questions de finances perso, je savais même pas non plus que ça existait un CGP. J'avais déjà parlé avec mon conseiller en France à la banque, qui ne pouvait pas du tout répondre à mes questions. J'avais contacté plusieurs personnes que j'avais vues sur les réseaux. En fait, ils ne savaient pas du tout répondre à mes questions sur tout ce qui était lié à l'international. Donc, en fait, les produits qu'ils me proposaient, moi, j'avais pas du tout confiance parce que je me dis, il manquait quand même un C'était élément pas là-dessus. adapté, quoi. C'était pas du tout adapté. Et en fait, le problème, c'est que sans connaissance préalable, tu peux pas. T'as peut-être une intuition de se dire c'est pas adapté, mais tu sais pas. Tu sais pas. Et c'est Bah, vraiment. c'est toujours pareil, si tu sais pas, et c'est la même chose dans mon métier, hein, tant que tu sais pas, tu l'as jamais vécu, bah, imaginer ou réfléchir à des choses que t'as jamais vécues, c'est quand même plutôt compliqué, quoi. À moins d'être guidé. C'est pour ça que tu es là, je À moins crois. d'être quitté. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéressait avant que tu partes à l'étranger? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure? Tu t'es dit, là, il y a un truc, il y a un truc qui coince parce que on n'en parle pas, parce que je vois de l'information nulle part, parce que personne ne peut répondre à mes questions. Ça t'est venu comment, cette envie de travailler sur ce sujet? Bon, moi, je viens de la finance d'entreprise, donc à l'international, pendant des années, j'avais des collègues qui gagnaient très très bien leur vie. Donc moi, j'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, j'avais pas des salaires comme les leurs. J'avais des collègues qui étaient assis à côté de moi, qui gagnaient 250 000 dollars à l'année, hors bonus, et qui ne parlaient jamais, jamais d'investissement. Jamais. En fait, c'était pas du tout un sujet. Et ça, on avait vraiment un étage complet de cadres avec ce genre de salaire. Et c'était jamais un sujet. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu approcher. D'un point de vue personnel et familial, c'était pas non plus quelque chose qui se discutait ouvertement parce qu'il y avait pas les moyens pour le faire, à part un peu d'immobilier. Et ça s'arrêtait là. Et donc du coup, c'était pas du tout quelque chose où je pouvais naturellement me renseigner, me questionner. Donc c'était pas du tout un sujet. Et j'avais ouvert une assurance vie il y a 10 ans en me disant, bon, ça, je pense qu'il faut faire ça. Tout le monde dit qu'il faut faire ça, je vais faire Mais ça. c'est ça. Et mon La conseiller m'a plupart des ouvert. réactions, c'est là, ma banque, elle m'a dit qu'il fallait faire ça, ou tout le monde le fait, mais à quoi ça sert une assurance vie? À quoi ça sert cette assurance machin? Et pourquoi on met de l'argent tous les mois de côté? Enfin, ça, on le sait pas, en fait.
Bah, je me suis dit: «C'est ça, c'est son métier, il me propose ça, ça serait super». Seulement c'était une assurance assurance vie en fonds euros et donc à l'époque avec des rendements qui étaient ridicules. Donc quand j'ai vérifié, il y a presque 2 ans maintenant, avant de faire mon master, je vois qu'en presque 8 ans, j'ai gagné 500 € sur 30 000 € de placés sur mon assurance vie. Et là, je me suis dit: «C'est pas possible ça». Ça fait On est pas des censé gagner de masses, non, l'argent avec c'est son vrai. assurance vie. Ça fait pas des masses, en effet. Même moi qui suis pas très forte dans C'est le domaine, je me dis, oulala, mais ça fait pas beaucoup quand même. Non, ça fait pas beaucoup. Et en plus, c'est vraiment un sujet où tu te dis: «Bon, l'assurance vie, on m'a dit, il faut le mettre et il faut oublier». Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit: «Je vais le mettre et je vais oublier que ça existe parce que sinon je vais vouloir le chercher à un moment donné». Donc je vais oublier que ça existe. Et en fait, quand je contacte mon banquier pour savoir où est-ce qu'on en est et que je vois que j'ai gagné que 500 €, là je comprends pas, là. Je me dis: «Il y a quelque chose qui marche pas». Donc j'ai commencé à lire des bouquins. J'ai lu une vingtaine de bouquins sur la finance perso et là-dessus, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de livres sur la psychologie de l'argent qui sont aussi importants pour débloquer des questions comme, on dit toujours: «Combien est suffisant?» En fait, est-ce que j'ai le droit d'avoir plus aussi? Certains livres permettent de se dire: «C'est OK d'avoir plus d'argent», en fait. Hem et c'est OK Je de parie que s'intéresser à ces ces questions. bouquins-là, je parie que ces bouquins-là, ils sont anglophones et que les bouquins de finance perso, ils sont français. Non? On a un vrai, on a un vrai problème de mentalité, en fait, là-dessus. C'est, déjà, on n'en parle pas parce que les Français, on aime bien aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et être beaucoup plus dans la jalousie et dans l'envie que dans la, dans la félicitation de ah bien bravo, tu gagnes plus, c'est trop bien pour toi. Et on est toujours comme ça. Les expats, c'est pareil. C'est ah, tu parles une autre langue, ah, tu la pètes. Mais sois content pour moi, en fait. C'est quand même assez fou, ça. Et si on se conditionne à avoir un plafond de verre, bah, on aura le plafond de verre. Ouais et en fait, avant de se rendre compte que c'est possible d'avoir plus, que c'est, accessible et que c'est acceptable, en fait, on se bloque et on s'empêche aussi d'aller chercher ces solutions d'investissement pour avoir des rendements plus importants, pour, placer son argent et éviter de gagner 500 € sur 30 000 € alors qu'on est censé doubler tous les 10 ans. Et en fait, si on le sait pas ça, qu'on est censé doubler tous les 10 ans, quand on nous propose un produit, on va même pas demander, quel est le rendement sur ce produit. On va se dire: «C'est bien. J'ai confiance en la personne, qui me conseille». Déjà, Et faut savoir ce ça que a été mon c'est. premier électrochoc. Ouais. Faut déjà savoir ce que c'est qu'un rendement, comment ça fonctionne. Tout ça, c'est un peu martien quand même pour certains. Et moi, la première. Enfin, de, de comprendre ces rouages-là, de savoir quoi placer au bon endroit, est-ce qu'on fait confiance aveuglément à celui qui te le dit. Je pense que la majorité des gens sont comme moi. C'est très très flou. On a peu de connaissances par rapport à ça. Euh, Comment est-ce qu'on fait du coup quand on est à mon stade de novice plus plus pour avoir les bonnes infos et pour être bien guidé? On va voir Nomadic, non? Alors moi, nomadique, bon, je peux parler évidemment de mon offre. J'ai un bootcamp, qui permet en 2 mois de pouvoir débloquer tout ça et on part vraiment de zéro. J'ai pas de connaissances en finance, à, je sais pas ce que je veux faire de mon argent, à je mets en place des objectifs, je travaille sur mon budget et j'acquiers les bases de la gestion de patrimoine. Que ce soit d'un point de vue financier, les bases de l'investissement, quels sont les rendements que je dois attendre, comment je diversifie, quels sont les éléments juridiques qui permettent de protéger ma famille, protéger mon patrimoine et le transmettre, dans un contexte international. Et ça permet aussi vraiment de débloquer tous les sujets qu'on vient de discuter ensemble maintenant, de, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est acceptable? Et de pouvoir parler ouvertement d'argent avec un groupe de personnes qui est réduit et avec, mon accompagnement où on a des séances de coaching, pendant 2 mois, pour pouvoir vraiment avancer ensemble main dans la main. Donc on passe de quelqu'un qui a zéro connaissance, qui a peut-être un peu de sous mais qui sait pas s'en servir ou qui sait pas l'investir, qui a accumulé, allez, donnons des exemples, du patrimoine immobilier, qui a un peu d'argent sur son compte parce qu'il gagne bien sa vie, des gens comme ça, c'est ça? Il faut vraiment une base parce que Mais faut je pouvoir partage faire toutes mes des exercices connaissances. avec, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut pouvoir enfin, en fait, il faut éviter une frustration, qui viendrait du fait que je vais proposer des exercices où je vais,
où on voit ensemble certaines typologies de placements, en fait, qui sont complètement inaccessibles à certaines personnes et qui du coup, seraient complètement contre-productifs. Donc si tu veux, moi ce que je recommande, c'est quand même d'avoir au moins 50 000 € pour pouvoir se dire, ok, bon, j'ai cette poche d'argent, j'ai déjà investi, ou j'ai déjà ces 50 000 € d'investis dans ma fameuse assurance vie en fonds euros. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Est-ce que je peux garder mon assurance vie? Donc là, je vais te donner l'exemple d'un ami à moi qui quittait le Zimbabwe pour partir aux États-Unis. Il savait même pas que son assurance vie, en fait, maintenant, elle est fiscalisée aux États-Unis. Ça devient un produit financier du point de vue du droit américain. Concrètement, ça veut dire que l'argent que va te rapporter ton placement en assurance vie en France sera pas fiscalisé parce que c'est dans l'enveloppe assurance vie. Aux États-Unis, cette poche que tu as gagnée sera fiscalisée. Il va payer des impôts dessus, c'est ça? Voilà. Il va payer Donc, il des paye impôts pas dessus. d'impôts en France, mais il paye des impôts aux États-Unis juste parce qu'il a changé de territoire. Exactement. Et ça va lui coûter cher? Bah, Probablement. je sais pas, il a pas voulu me dire combien il avait sur son assurance vie. Non, parce que faut faire passer Je le bats. moment où t'es là. Ah bon? D'accord, ok, je vais me renseigner. Ouais. Ouais. J'imagine Et donc, que du coup, toutes ces questions de fiscalité qu'il n'avait pas du tout anticipées, en fait, ils sont partis aux États-Unis en se disant c'est une opportunité professionnelle incroyable pour elle. Lui partait à la retraite. Donc, c'est perfect timing. On va aux États-Unis. Et en fait, à aucun moment, ils se sont posés les questions de la fiscalité. Donc, à anticiper. En fait, il y a beaucoup de sujets comme cela à anticiper qui sont pas du tout abordés. pour moi, ça fait partie du package de ces gros mots, entre guillemets, qu'on a du mal à gérer. Fiscalité, ça fait peur. On parle de sous, on parle d'impôts, on parle de ce qu'on va devoir lâcher. Et nous, dans notre jolie culture, bah, on ne fait que râler de base oh là là, c'est encore les impôts, gna. C'est pas forcément négatif, je pense, parce que bah, pour moi, c'est en corrélation. T'as du patrimoine et t'as de l'argent. Bah, forcément, il y a un moment où il va y avoir des impôts dessus. Oui, je sais, tout le monde ne va pas être d'accord avec cette phrase. Mais c'est la rançon de la gloire, entre guillemets. Tu gagnes ta vie, il y a un moment, il faut en lâcher un peu pour les autres. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et après, C'est la règle du c'est les jeu. règles du jeu. Voilà, c'est les règles du jeu, il faut les connaître. Et si on ne sait pas qu'on peut être encore résident fiscal français parce qu'on est parti vivre à Dubaï, par exemple, ça pose aussi des gros sujets et des conséquences qui peuvent être catastrophiques quand on se fait rattraper par Tracfin, par exemple. Ça quoi? Tracfin. Donc Tracfin, c'est les services secrets financiers de la finance et qui en fait se concentrent sur tous les flux internationaux. Pour les gens qui partent aux îles Caïmans, ça, c'est certain. Oui, ils peuvent partir aux îles Caïmans parce qu'ils veulent vivre aux îles Caïmans, c'est pas la question. Mais par contre, c'est un État non coopératif, donc tu as de la fiscalité à 75% surtout. Il faut faire très attention si on va vivre dans un État non coopératif. Mais par exemple, s'il y a des flux et que la personne va vraiment vivre aux îles Caïmans et qu'il y a des transferts d'argent entre les îles Caïmans et la France, il faut que ce soit propre. Voilà. Ah bah, clairement. Sinon En général, tu on dis va îles avoir des Caïmans, soucis. Hein. tu n'imagines pas la plage, hein. Tu imagines plutôt les banques. Donc, il y a des petits endroits comme ça. On se dit, il se passe des choses. Bref. Il se passe des choses, oui. Donc toi, en fait, si je récapitule, tu aides les gens qui ont un peu d'argent mais qui savent pas vraiment quoi faire de cet argent, qui auraient envie d'investir, de se protéger, d'anticiper un peu le futur, à déjà bien comprendre comment ça fonctionne, si j'ai bien compris, et puis à trouver les solutions qui leur correspondent pour leur projet. Ouais, alors moi, je fais pas de conseils financiers, j'ai pas les autorisations pour le faire. Par contre, j'accompagne, je coach les personnes pendant cette période. Et une fois qu'elles sont à l'aise et qu'elles ont déjà des bonnes bases, elles peuvent rejoindre le club qui est en fait le niveau au-dessus de connaissances où on discute, c'est une communauté, on discute des sujets d'expatriation et d'argent. Et on a des experts qui viennent tous les 15 jours faire une intervention sur des sujets qui sont hyper spécifiques et hyper précis pour aller plus loin une fois que la formation est passée. En fait, toi, tu les aides à préparer leur conversation avec les CGP pour dire de savoir de quoi on parle, quoi. Finalement. Un peu, oui. Parce qu'en fait, si on va avoir un CGP sans savoir... Enfin, mais justement, cette question, quel CGP on va avoir?
Et si on ne va pas avoir un CGP qui est spécialisé sur les questions internationales, il ne pourra pas recommander des produits financiers qui sont adaptés à notre situation, ou une structuration qui permette vraiment de maximiser les bénéfices de la vie à l'étranger. Ou proposer des produits qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on essaie de faire. Ouais. Donc je recommande vraiment là-dessus d'aller voir un CGP qui soit vraiment formé sur ces questions. Et en fait, toute la formation permet vraiment de s'approprier les sujets. Et justement, quand il va parler de fiscalité internationale, de convention, et tous ces termes qui font un peu peur, De pas être en fait, largué, ça fait quoi. plus peur. On ne sera pas Plus largué, on peur sait et de quoi on plus parle. largué. Voilà. Et en plus, ça permet aussi de pouvoir repousser enfin, de pouvoir déjà gérer seul jusqu'à un certain montant son patrimoine sans vraiment avoir besoin de ce CGP, sauf si vraiment on a une situation qui est très complexe. On peut imaginer quelqu'un qui habite à Singapour et qui a des actifs dans 4 pays différents pour Quand tu plus de dis 2 millions actif, d'euros. attends. Les Des actifs, c'est actifs, des produits financiers, de l'immobilier, quand tu dis produits tous les produits dans financiers, les c'est des assurances, c'est des choses comme ça, c'est ça? des actions, des obligations, Ok. du private equity. Voilà. Et donc, si private equity, c'est un fonds qui va Ah ouais, on investir dans part des de zéro, je te sociétés l'ai à dit. Hein. différents stades. Voilà. Non, mais je te remercie de me poser ces questions. Ça permet aussi de clarifier des sujets pour toutes les personnes qui vont nous Pour écouter moi, il aujourd'hui. faut partir de la Et base, de la base, de la base, parce que je pense qu'on est tellement nuls sur ce sujet. Non, on n'est pas nuls, mais on a peu de connaissances quand même. On n'apprend pas ça en éducation civique au lycée. C'est nul. non, ça devrait faire partie de l'éducation. Une année au lycée ou un module Ouais. à faire en plus si on le souhaitait sur l'éducation financière qui permettrait Et d'acquérir gestion de tous les budget. vocabulaires de base. Et gestion Et de budget budget. derrière, de comment fonctionnent les impôts, à quel moment va falloir en payer, c'est quoi la fiscalité, enfin, tout ça, c'est des sujets pour À moi quoi ressemble un bon budget? Ouais. À quoi ressemble un bon budget aussi? Comment Comment est-ce est-ce qu'on le qu'on répartit entre ses répartit. dépenses, son fun et son épargne, ses investissements? Et qu'est-ce qui fait sens et comment est-ce qu'on approfondit cette question? Qui est aussi hyper particulière en expatriation. Parce que t'as des beaux contrats d'expatriation qui prennent en charge énormément de dépenses. Donc en fait, la poche qu'on aurait pu allouer à la dépense, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait que du fun ou est-ce qu'on en profite pour pouvoir investir, atteindre ses objectifs financiers plus rapidement ou protéger son conjoint si on a un conjoint accompagnateur qui ne cotise plus à la retraite pour préparer cette retraite, etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette poche supplémentaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Et dans quelle proportion, qu'est-ce qu'on décide? Et moi, je suis pour le fun, sinon c'est comme les régimes. On se restreint à mort et après on fait n'importe quoi. Donc, Exactement. Les régimes, on est d'accord, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien. Donc, C'est tout contre-productif. couper toutes les dépenses, c'est pareil. Couper tout le fun, c'est pareil, ça ne sert à rien. Il faut pas couper tout Oui, le fun. parce que il y a aussi cette situation qui est quand même assez régulière et assez courante de l'un des deux dans le couple a une bonne opportunité de travail et donc a ce fameux contrat d'expatriation qui devient quand même de plus en plus rare. Hein, C'est on vrai. va être très clair. Les entreprises payent de moins en moins de grosses sommes pour envoyer des gens. Ils préfèrent soit investir localement, soit donner une enveloppe, mais ils vont plus forcément prendre tout en charge, sauf peut-être dans les très grosses boîtes. Et quand t'embarques toute ta famille et que bah ton conjoint ou ta conjointe laisse tomber son travail, ne cotise plus et donc devient un peu dépendant financièrement, on va mettre les pieds dans le plat parce que c'est vraiment ça. Bah dans les deux cas, je dirais de chaque côté du couple, celui qui rapporte l'argent, c'est un énorme poids, une énorme charge mentale pour lui de savoir que sa famille dépend de lui. Je dis lui parce que c'est quand même 79% des mecs hein, qui ont un job et des nanas qui suivent. Donc c'est une grosse charge mentale pour l'homme de se dire bah ma famille dépend de moi et si jamais ça capote bah c'est de ma faute. Et de l'autre côté on va l'appeler j'ai dit quoi Micheline tout à l'heure. On va l'appeler Micheline qui a suivi. Et Micheline, Micheline, elle gagne pas d'argent, donc elle dépend de son mari, elle doit aller lui demander à chaque fois, à moins d'avoir eu une très bonne conversation dans le couple, mais elle doit demander à chaque fois en prenant sa grande respiration, est-ce que je peux avoir 50 balles pour faire ci ou 100 balles pour faire ça? C'est quand même pas idéal comme situation, donc c'est trouver aussi cet équilibre de je sais gérer mon argent ou même l'argent du couple si c'est mis en commun.
comment est-ce que je me dégage financièrement ou je me protège, parce que le nombre de divorces, alors certes, n'est pas beaucoup plus élevé qu'en France, mais les conséquences d'un divorce en expatriation sont quand même beaucoup plus catastrophiques. Il y a une relocalisation, il y a cette dépendance financière qui te heurte de plein fouet parce que tu as toujours dépendu de ton mari, donc là tu te retrouves sans rien, t'as pas cotisé nulle part. Tout ça, c'est des choses, il faut l'avoir dans la tête, il faut le préparer. Est-ce que par exemple la retraite, c'est un sujet dont tu parles? Ouais, je parle de la retraite, mais parce que c'est un élément qui est important et qui peut vite, enfin qui va devenir catastrophique à terme, si c'est pas anticipé. Donc il y a plusieurs façons de le faire, hein. Tu peux continuer à cotiser avec la CFE et continuer à accumuler tes points Oui, c'est ça. pour pouvoir Tes avoir ta trimestres, retraite tes à points. tes trimestres, ouais. Pour pouvoir avoir la retraite, comme si tu avais continué à travailler en France alors que tu étais à l'étranger, ça coûte cher. Une autre option, c'est de faire des investissements, heu, où à terme, à ton départ à la retraite, ça sera ou à ton retour en France, hein, ça te permettra d'avoir un surplus de revenus. Et ça va dépendre vraiment de ton objectif, combien de temps tu pars en expatriation, quel est le budget que tu peux allouer à ces investissements, ou est-ce qu'en fait tu pars que 2 ans, donc finalement on va pas perdre les 2 ans, on va continuer avec la CFE? Ou est-ce qu'on part, 10 ans et donc pendant 10 ans, un des 2 ne travaille pas, il faut vraiment préparer sa retraite. Ça Ça, on ne le c'est dira jamais assez, mais ça on faut le sait déjà tous que maintenant, ouais. je dirais qu'il faut déjà que les autorités supérieures soient d'accord avec elles-mêmes sur comment est-ce qu'on va gérer ça. Et puis peut-être qu'après on pourra nous s'y pencher un petit peu, hein. J'ai suivi un webinaire il y a pas longtemps qui disait c'est à 30-35 ans qu'il faut préparer sa retraite, donc c'est maintenant et pas d'excuses, hein. Autant votre grand-mère elle savait pas comment gérer ça, autant aujourd'hui vous avez tous les moyens de vous préparer et de vous poser les bonnes questions. Ça fait partie de la gestion et d'argent et de patrimoine que de gérer sa retraite, je pense. Tu me confirmes ou tu m'infirmes, mais c'est des informations. Je pense que c'est tout ce qui touche à votre patrimoine, à votre argent, à votre futur, à votre protection. Tout ça, c'est des sujets, il faut en parler. Il faut en Il faut parler, en mais parler. avec Et qui? Ah, voilà, trouver la bonne pour personne. en revenir, pour en revenir à ce que tu disais sur le couple et la question de l'argent, ça, c'est un sujet que je conseille d'aborder avant le départ. Et si ça n'a pas été fait, de discuter toujours avec, patience, bienveillance, dans le couple. C'est vraiment un sujet qui peut être très, très lourd et devenir vite, un sujet de conflit, pour en faire un projet, commun. Donc si, une personne décide de venir se former, je conseille toujours de regarder ensemble quelques-unes des vidéos, qui seront vraiment les moments, enfin, là où il va falloir prendre des décisions, qu'on puisse les prendre en décision à 2 et que les 2 aient les mêmes types d'informations et qu'on se retrouve pas dans un déséquilibre où il y en a un qui sait tout et l'autre qui sait pas. Ça crée aussi, ça rajoute une couche, de Clairement, complexité à ça cristallise, ça. hem, ça cristallise tout ça. Et si un des 2 ne contribue pas au quotidien, en se formant, l'autre personne en se formant, peut prendre aussi cette responsabilité de la finance du couple à moyen, à long terme. Et du coup, ça devient vraiment un travail d'équipe entre celui qui travaille pour aujourd'hui et l'autre qui travaille pour demain. Si c'est, Oh, c'est beau ce que tu dis. heu J'aime bien ce que tu dis. C'est poétique. Non, mais c'est clairement ça. C'est trouver cette dynamique de couple et même sans partir en expatriation, je dirais. C'est déjà un sujet qu'il faut absolument aborder dans le couple parce qu'on n'a pas la même gestion, parce qu'on n'a pas les mêmes curseurs et les mêmes limites. Il y a des gens qui vont pas se limiter, il y a des gens qui vont tout dépenser, il y a des gens qui savent pas gérer un budget. Quand tu as une famille où tu ne dépends plus que de toi-même, peut-être se poser un peu la question quand même. ouais, et il y a aussi un sentiment très très personnel par rapport à l'argent. Est-ce que moi j'aime économiser? Est-ce que moi je suis OK pour est-ce que je peux prendre un peu de risque et je vais investir? Et dans le couple, il faut trouver un équilibre et peut-être définir des poches où en fait, si la personne est très stressée, elle veut économiser. OK, on va définir quelle poche on va économiser et moi je veux investir, je veux prendre un peu de risque modéré ou plus important en fonction des produits, enfin des différents types de placements qu'on va choisir. Voilà la poche que je vais allouer à ça et ça permet dans le couple aussi de trouver un équilibre. Le premier conseil que je donne, c'est à l'arrivée dans un pays,
c'est pour que le conjoint non travailleur ouvre un compte bancaire à son compte. Et si c'est pas possible, qu'au moins dans le compte commun, cette personne ait une carte à son nom. Et ça évite de discuter, j'ai besoin de 50 euros, est-ce que tu peux me faire encore un Ouais. virement de 100 euros? Et cette conversation, on peut après, ça discuter au sein du couple quel budget va être alloué pour les dépenses quotidiennes, ou le conjoint non travailleur peut utiliser, que le conjoint non travailleur peut aussi se faire plaisir. Et ces montants, bon, quand on a un budget qui est bien construit, on le voit, c'est très facile de pouvoir Ouais. déterminer ça en couple. Mais Ça c'est évite vraiment très important. de se placer dans une position de dominant-dominé finalement et de Mm. d'être celui qui va toujours demander. À force, c'est pesant. C'est comme celui qui a toujours des attentes ou qui est toujours là à faire des reproches parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Finalement, c'est pas des reproches, c'est un niveau d'exigence et d'attente qui est pas le même. Et s'il n'en est pas discuté, il y en a forcément un qui est au-dessus de l'autre, qui prend l'ascendant sur l'autre, qui peut être toxique un peu pour le couple, quoi. Alors que si on a défini ensemble quel est le budget, quels sont les objectifs qu'on va atteindre en équipe pendant l'expatriation, ça apaise beaucoup de choses. Voilà, il y a plein de choses qui se réfléchissent avant. D'ailleurs, c'est pour ça que tu interviens de temps en temps chez Expatez-vous, Elisabeth, non pour parler d'argent. Dans cette préparation au départ que vous propose Expatez-vous, vous avez la possibilité de faire appel à des experts sur certains sujets, et notamment cette gestion du patrimoine, cette gestion de l'argent budgétaire, et de discuter avec des experts 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures si vous avez envie de vous consacrer à ce sujet-là, et de déjà recevoir des premiers conseils, des orientations, des premiers exercices. Ça, c'est quelque chose aussi qui est possible chez Expatez-vous. Moi, je ne sais pas Moi, faire. je recommanderais Des gens vraiment de qui faire savent. ça. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et quand on prépare une expatriation, on n'anticipe pas du tout les conséquences sur un retour à l'emploi, sur les impacts sur son développement personnel, sur sa relation dans le couple, sur les impacts de tout ça. Et en fait, avoir des personnes qui sont déjà formées à tous ces sujets et de pouvoir en discuter avant le départ, ça permet vraiment d'apaiser, de mettre à plat beaucoup de choses et d'éviter des situations qui sont extrêmes, comme les divorces que tu mentionnais tout à l'heure. Ouais, et en fait, c'est toujours pareil, c'est recevoir l'information délivrée par des professionnels, des experts, des gens qui ont de l'expérience, mais derrière, vous faites ce que vous voulez des conseils que vous recevez. Vous faites le choix d'en parler, de ne pas en parler, de mettre ça de côté. C'est vraiment vous qui décidez. Nous, on conseille de suivre les conseils, mais en soi, chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il a toutes les informations en main pour continuer et pour prendre les bonnes décisions. Jamais on vous Absolument. imposera de faire ceci ou faire cela. Ce sera de l'orientation, du partage d'expérience, voilà. Et puis on gère pas une expatriation tout seul, pareil, qu'on soit 1, 2, 5, 10, ça se réfléchit quand même. Oui, ça se réfléchit. Absolument. Donc, attention, je passe du coq à l'âne, bim bam boum, petite transition. Pourquoi est-ce que l'argent c'est aussi tabou chez les Français? C'est la question philosophique. Moi, j'ai entendu plein de choses sur le sujet, donc je vais partager avec quoi je suis pas d'accord. J'ai entendu Anthony Bourbon dire que c'est parce que c'est une société d'aristocrates qui veut pas partager. Je pense que c'est faux. D'ailleurs, je recommande Tu penses qu'on aime un partager, livre. nous, les Français? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est il y a un rapport avec la chrétienté où en fait c'est mal vu de gagner de l'argent. Ouais. Et je pense que c'est plutôt que de là que viennent les racines. Bon, je pense qu'il y a déjà un gros sujet là-dessus. Après, d'un point de vue historique, je recommande de lire Capital et idéologie. Donc, le livre et t'as la version BD qui est super et qui permet vraiment de montrer depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui comment on a évolué au niveau des richesses, de la richesse en France et justement de ces fameux aristocrates qui auraient tout. Et c'est moi ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on arrive aux années 60. Finalement, après la guerre, c'était très dur. Ils ont acheté des bons de trésor et ils n'ont jamais été remboursés. Ils ont perdu la majorité, donc les rentiers arrêtent d'exister.
Et moi, ce qui m'avait marqué plutôt à ce moment-là, historiquement, c'est qu'en fait, les enfants d'aristocrates, d'un coup, deviennent les professeurs, les employés de bureau, etc. Et moi, je viens d'un milieu ouvrier, et on n'avait pas du tout ce genre d'opportunité. Moi, mes parents, ils ont arrêté l'école à 11 ans parce qu'il n'y avait pas d'école à côté. Je suis franco-portugaise. Donc, ils ont vécu dans un petit village au Portugal. Après, il n'y avait pas après l'école primaire, en fait, ça n'existait pas. Ouais. Il fallait aller en ville, il fallait déjà des budgets délirants, c'était pas possible. Et cet écart-là, il est déjà rattrapé à la génération suivante, et j'espère que ça va continuer En plus encore. de ça, avec de la mobilité qui grandit ou qui se stabilise, mais avec une possibilité de mobilité, là on parle quand même d'expatriation dans notre sujet, c'est quelque chose qui a 30 ans, 50 ans, était une poignée de gens. C'était une des opportunités incroyables dans des grosses boîtes où il fallait quand même un peu d'argent pour partir à l'étranger. Et donc, du coup, une éducation, avant aussi, qui Voilà. faisait que c'était ça. Tu avais des écarts qui étaient tellement énormes aujourd'hui, avec tous les entrepreneurs que tu vois, et qui, du jour au lendemain, font énormément. Pas du jour au lendemain, c'est faux. Monter une entreprise prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Ouais. On nous fait croire du jour au lendemain, deviennent très riches. Et donc, du coup, redeviennent les rentiers qu'on avait avant les guerres mondiales, et qui, du coup, maintenant, commencent à investir dans des entreprises qui ont des parcs immobiliers importants, etc., et qui sont, du coup, les nouveaux riches. Et qui donnent aussi une opportunité qui est énorme, qui casse un peu ces codes. Donc, je pense plutôt que ça vient plutôt de ça, de la religion principale qu'on a eue. Toutes ces injections, Et injonctions judéo-chrétiennes qui vont avec l'argent, la famille, la bienséance, et en fait... un temps qui est aussi énorme pour passer un temps qui est énorme pour passer d'une classe sociale à l'autre, et qui fait que, du coup, d'une génération à l'autre, ça prend énormément de temps d'accepter justement ce que je te disais tout à l'heure avec est-ce que c'est ok d'avoir plus. Et du coup, ce temps d'acceptation fait qu'on peut pas parler avec la génération précédente parce qu'ils n'ont pas l'éducation financière nécessaire, et qui fait que ça ralentit, et le capital crée le capital. Donc plus on en a accumulé, et plus ça va vite. Et je pense que il y a depuis une dizaine d'années énormément de contenu sur la finance qui fait qu'on en parle plus et qu'on essaie de se réapproprier le sujet. Et qu'en fait, c'est vraiment la base de la liberté, et pas la liberté de définir ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qui est vraiment, quelle est ma définition de la liberté. En fait, c'est ça que ça va permettre. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, je suis une capitaliste, ou que finalement avec pas beaucoup, c'est assez. Et cette question-là aussi vient du fait qu'en France, on a la santé, la scolarité, tout ça qui est gratuit. Et que finalement, Alors, à partir je du moment où t'arrête. tu dois assumer ce coût, C'est pas gratuit. Sachez-le, les enfants, c'est pas gratuit. Un passage aux urgences, est-ce que vous savez combien ça coûte? Ça coûte 800 ah non, euros. Donc c'est pas gratuit. Ok. C'est un système qui permet d'y avoir accès sans débourser forcément les 800 euros. Mais rien n'est gratuit. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de penser que tout est gratuit. Il y a aussi de Ok, ça je te dans remercie de faire cette précision. notre culture. Enfin, pardon, c'était pas pour te reprendre. Non, mais d'un point de vue, je vais prendre une assurance santé qui va me coûter 10 000 euros à l'année. Et je suis en France, et pour 100 euros par mois, j'ai la mutuelle pour moi et ma famille. Et en fait, cet écart-là fait que on oublie aussi le vrai coût des choses, de la santé, de la scolarité, de ces choses qui tout, sont en à notre fait. disposition en France et qu'on n'a jamais questionné parce qu'on considère que c'est des acquis qui nous arrangent. Effectivement, moi je reste persuadée, je milite pour ça, qu'il y a des choses à revoir dans le système de santé sur la façon de le mettre en avant et de promouvoir les services de santé. Arrêtons de dire que c'est gratuit parce que ça met dans la tête des gens qui peuvent y aller sans problème. Et on sait très bien que quand c'est gratuit, l'investissement des gens est pas le même, le respect pour les structures et les services sont pas les mêmes. Il y a tout ça aussi dans le rapport à l'argent, moi je trouve. La notion d'argent, et une fois que tu as déboursé, tu vas faire un petit peu plus attention,
tu vas être un petit peu plus investi, tu vas être un petit peu plus regardant sur où est-ce que tu as mis des sous. Il y a un côté engageant dans le fait de mettre de l'argent quelque part. Quand effectivement tu dois débourser 10 000 balles à l'année pour ton assurance santé à l'étranger versus 150 € par mois en France, bah forcément tu prends pas le même coût des choses. Ça c'est sûr que tu te rends pas compte de la même façon, quoi. Du coup, ton budget pour assurer ton quotidien qui serait le même que celui en France, si c'est pas pris en compte par ton entreprise, devient tout de suite énorme. Et je pense que ce poids des dépenses quotidiennes change aussi très rapidement le rapport à l'argent. Ouais. C'est un sujet complexe. Ah bah ça, et, je te le fais pas dire, hein. Puis il y aurait 1000 choses à dire, enfin, sur l'argent. La question de budget, la question de dépenses, la question du coût de la vie et du coût des choses, la gestion au sein de la famille, la gestion personnelle. Tout ça, pour moi, c'est des sujets qui sont à la fois passionnants parce que plus on en parle, et on le disait tout à l'heure, moins on en fait un tabou et plus c'est accessible. Et surtout, on n'a plus peur d'en parler. Dernière question, peut-être, même si j'en ai encore 1000, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que ça va dans le bon sens, côté éducation financière et c'est pas ça la question que je voulais poser, mais c'est pas grave, c'est celle-là qui est sortie. Euh, Est-ce qu'on va dans le c'est bon pas grave, sens? tu peux encore me poser une après. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de ces classes sociales, sortir d'une classe sociale ou d'évoluer, qui était peut-être plus compliqué il y a 50 ans, parce que moins d'opportunités, parce que plus d'efforts à fournir, moins d'informations, bref, tout un tas de choses. Est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui? Et est-ce qu'on va dans le bon sens? Elle se recoupe un peu ma question. Alors pour le changement de classe sociale, j'avais vu des statistiques qui disaient qu'il y a que 4% des enfants d'ouvriers qui arrivent à l'université. Je sais pas si c'est vrai. Qu'il faudrait 6 générations pour passer d'une classe à l'autre. Je sais pas non plus si c'est vrai. Je Moi, pense j'ai vu que 3 générations, 3 ou 4 générations, quand même. 3, t'avais vu toi. Ouais. Ça reste quand même énorme. Ouais. Et en fait, cet accès à l'information montre que c'est possible. Et que même si on n'a pas d'exemple dans son quotidien, tout est possible. Et en fait, c'est assez facile de trouver des exemples de ce qu'on ne veut pas être. Parce qu'on voit vraiment des exemples extrêmes dans notre quotidien où on se dit, bon, ça, je veux pas ça, je veux pas ça pour mon futur, ça, c'est non. Mais par contre, de trouver des exemples qui sont positifs et qui inspirent, c'est très difficile. Et moi, je recommande à tous les jeunes qui sont dans cette situation de justement trouver ce mentor avec qui ils pourront discuter, faire un stage, peut-être même un stage d'observation, pour se dire est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, discuter de la façon de passer d'un milieu avec lequel on est familier, avec un milieu qu'on ne connaît pas du tout, et d'être intentionnel là-dessus et de contacter directement les gens. Et il y a énormément de gens qui acceptent de mentorer des jeunes. Il faut oser demander. Il faut oser demander. Et en fait, tous les réseaux sociaux et toutes les choses que tu peux voir qui sont possibles t'ouvrent l'esprit et te donnent une facilité d'accès à autre chose. Un champ des Et c'est OK. possibles incroyable. Et c'est OK de vouloir plus. Et c'est OK de vouloir quelque Oui, chose c'est de ça. différent. Mais moi, je le vois même dans ma gestion à moi de l'argent. Je viens quand même de 2 milieux professionnels, infirmière, humanitaire, où on va pas dire que l'argent, c'est quand même pas, c'est pas le centre du travail, bien qu'il faille de l'argent, mais c'est trouver de l'argent pour faire des projets. Bah, passer à un chef d'entreprise qui doit aller demander de l'argent pour ses services et qui doit mettre des prix sur ses services quand tu l'as jamais fait. Je vois le chemin parcouru en 4 ans dans le fait de d'oser poser un prix, de dire bah c'est tant d'euros et de pas scier parce que ton service a de la valeur, ton temps a de la valeur. Enfin, tout ça c'est un super apprentissage déjà, ne serait-ce que dans
dans la conception de l'argent et la représentation. Avant, c'était no way de gagner de l'argent parce que c'est mal, et il faut aider le monde, mais pas avec de l'argent. Et un jour, une copine m'a dit, mais Margot, toi, te connaissant, si tu gagnes plus d'argent, bah tu feras juste plus de bien. Donc en fait, ne te borne pas et gagne de l'argent. Ça sera bien pour le monde. Je dis, ah, ouais, c'est une façon de voir les choses, en effet. Plus tu gagnes d'argent, plus tu peux faire le bien. C'est cool aussi. Donc aujourd'hui, j'ai un rapport à l'argent qui a complètement changé. La confiance en soi, la tranquillité d'esprit, parce que la santé financière et la santé mentale, c'est très lié. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quand t'as pas de quoi vivre, c'est quelque chose qui te préoccupe vraiment beaucoup, quoi. Donc c'est tout un travail à faire aussi pour et démystifier et être en accord avec ce que tu as envie de faire, tes projets, ne pas se limiter en se disant bon bah si je fais déjà ça c'est bien. Non, allez, allons plus loin, allons plus haut. Comme dirait Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Comme ça. Oui, des petites rêves comme ça, de temps en temps. Et en expatriation, ça prend une dimension en plus de ça internationale plus complexe parce que ça dépend pas que d'un endroit, ça dépend pas que d'une personne. Ça met en question la sécurité aussi des gens, cette histoire d'argent. Absolument. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui a quitté le Zimbabwe il y a 2 semaines. Il avait une entreprise qui marchait très très bien. Et la façon dont il a vendu sa société était très mal structurée. Et pour faire court, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et elle m'a dit, si j'avais su tout ce que tu me dis maintenant, on aurait pu se mettre à l'abri quand on en avait plein. Et quand le coup dur arrive, on n'est pas obligé de tout quitter, tout déménager et recommencer tout à zéro autre part. Et en fait, pendant tout ce temps, il n'y avait jamais eu de questionnement par rapport à l'argent. Et à partir du moment où on évite de questionner, c'est comme le sport finalement. On sait qu'on doit le faire. Oui, j'aime bien le régime et le sport. Mais si tu sais que tu sais que tu dois aller au sport, en fait. Et en fait, tu vas pas. Tu repousses, tu trouves des excuses pour pas y aller. Et l'argent, c'est exactement la même chose. On sait qu'on doit s'adresser à cette question. Et on trouve des excuses pour pas le faire. Jusqu'au moment où... C'est que tant que t'as pas le nez dedans, que ça fait pas mal, tu fais pas. Et c'est bien le problème de tous les sujets de santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les aborde chez Expatez-vous. Hein. C'est oui, anticiper ce à quoi vous ne pensez pas et réfléchir à ce que vous ne voyez pas. Parce que d'autres sont passés par là et qui vont vous dire alors attention, ça peut faire mal. Et l'argent, c'est pareil que la santé. En soi. On n'en parle pas, ça reste encore tabou parce que ça implique aussi de l'argent. Il faut dépenser de l'argent. Pour se prendre soin de soi, alors ça, n'en parlons pas, c'est un sujet fou, c'est lunaire. mais oui, c'est... Ah là là, il y a encore tellement de choses à faire. On a de belles années devant nous, moi je te le dis. Si on devait résumer en 3 conseils abordables pour les gens qui nous regardent et qui ont envie de s'intéresser au sujet, de se lancer, ça serait quoi selon toi les premières choses à savoir, à faire pour s'y intéresser? La première, je ferai un état des lieux de ce que j'ai déjà. Donc, appelez votre conseiller de votre petite banque en région et demandez-lui ce qu'il a fait de votre assurance vie. En fait, ça permet déjà d'avoir une bonne visibilité. Qu'est-ce que j'ai? Combien je dois aussi, hein, quelles sont mes dettes, etc. De faire vraiment un état des lieux. On demande ce qu'il y a sur ses comptes, on essaye de regarder ça, même si ça parle pas ou juste pour savoir. Pour savoir, faire un état des lieux, parce que même si on a rien fait, ce qui est quand même assez rare, on a quand même ouvert quelque chose parce que le banquier nous l'a conseillé. Donc on a quand même quelque chose, au minimum, on a une enveloppe quelque part. Vérifier ce qu'elle rapporte et quel est le montant de l'épargne que j'ai et qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je veux en faire. Ça, c'est mon deuxième point, c'est quels sont mes objectifs. Et une fois qu'on a défini ces objectifs,
que ça permet de définir un cap pour savoir où on va. Quand tu dis objectif, c'est des projets, c'est des investissements. C'est quoi exactement un objectif? Tu peux nous donner un exemple? Ouais, par exemple, je veux 3 000 € par mois à ma retraite à partir de 60 ans. Ça, c'est un objectif qui est chiffré, qui a une deadline. Et donc ça, c'est un vrai objectif. Je veux acheter une maison secondaire en France pour mes retours et j'ai besoin de 30 000 € d'apport. Ok. Voilà, ça c'est un objectif. Et une fois qu'on a défini son objectif, on peut en avoir plusieurs, bien sûr. Je veux financer des études de mes enfants aux États-Unis et ça va me coûter 100 000 € par an. Ça, c'est à partir de 2035. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important de définir un objectif qui est vraiment très spécifique, qui est chiffré et pour lequel il y a une deadline pour savoir où on Oui, va. En fait, à bordé dans partir le de temps, quoi. border dans le temps. Et à partir du moment où on sait où on va, on peut après définir toute une stratégie. Et pour pouvoir définir sa stratégie, il y a 2 options. La première, c'est venir se former chez Nomadic. Et la deuxième, c'est évidemment voir un conseiller qui est spécialisé dans les questions de gestion de patrimoine à l'international ou de faire les À deux, d'avoir la l'international. formation et après le conseiller à l'international. Oui, donc vous faites vos premiers pas avec Nomadic, parce qu'on le rappelle, c'est une plateforme qui pose les bases un peu, c'est un peu le step one avant d'aller justement chercher des produits financiers, des investissements. Coupe-moi si j'ai pas bien compris, mais moi j'ai compris ça comme ça. C'est la première étape pour comprendre ce qu'on va vous dire. Pas comme moi chez le notaire quand je dois faire traduire chaque mot parce que je les comprends pas. Au moins on sait de quoi on parle. Je suis la meuf insupportable. Ça veut dire quoi ça? Bref, on vous donne le vocabulaire et un peu les rouages de comment ça fonctionne. On apprend aussi à faire un budget en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on aimerait avoir. Donc c'est une super formation pour avoir les bases et se lancer un peu dans la quête de son indépendance financière. C'est un peu ça. Avant d'aller voir Absolument. les gens qui savent de quoi on cause et de pas être complètement largué. Absolument. Bah formidable, j'ai bien compris alors. Donc premier conseil, on fait un état des lieux. Où est-ce qu'on en est, ce qu'on a, qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est rentabilisé ou pas. Il y en a, des trucs comme ça, un peu Quelle partout. dette on a? Quelle dette on a? Ah ouais aussi, Quelle dette on a? c'est un autre sujet ça. Mm. Pas pour aujourd'hui, mais il y a de quoi dire aussi. Comment on gère ses dettes à l'international? Ok, autre sujet, on se rappellera. Donc l'état des lieux positif et négatif, on va dire. Définir des objectifs. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quel montant j'ai besoin pour atteindre cet objectif? On rappelle un objectif, acheter un bien immobilier, préparer sa retraite, payer l'université de ses enfants, tac, tac, tac. Tout ça, ça demande un peu d'argent quand même. Donc c'est savoir où vous voulez aller avec ça. Et puis, troisième conseil, troisième étape, on va dire, se former à un niveau accessible déjà, compréhensible, pour aller derrière plus loin, investir, poser des questions, parler de où est-ce qu'on met son argent, quoi, avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, des gestionnaires de patrimoine, est-ce que tu peux faire ça avec des avocats ou des spécialités comme ça, ou c'est que des gestionnaires de patrimoine? Non, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment comme un médecin généraliste. Et il travaille souvent avec un avocat, un notaire, un fiscaliste, en fonction Lui, il a ses réseaux et c'est des lui le besoins. point d'entrée, quoi. Voilà. Et il va Ok. pouvoir tout de suite faire un audit patrimonial et à partir de là, faire des préconisations. Et en fait, ça devient un travail d'équipe avec plusieurs Oui, spécialistes. travail de collaboration, de lien et de toile. Voilà. Alright. Eh ben, merci beaucoup, Elisabeth. C'était vraiment super intéressant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez et d'aller voir la plateforme Nomadic
Tu as encore des places pour ton bootcamp, éventuellement, si les gens sont intéressés. On vous met tous les liens en description. On va mettre aussi les références des bouquins dont tu as parlé, qui peuvent être intéressants pour se faire une première idée, ou se renseigner de l'histoire, de tout ça. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, surtout, hein, où que vous soyez dans le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, c'est important. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et puis, à très bientôt pour un nouveau format long. Ciao, ciao!